vous le connaissez, tous presque très certainement, il est très connu. Et Samuel Roua. Samuel Roua. Hypnothérapeute, coach et formateur. C'est un ami, c'est un collègue, c'est un professionnel du monde de l'accompagnement. C'est le premier donc de la 3e saison à intervenir ici aux Humanités hier et d'aujourd'hui. Il va présenter aujourd'hui l'éthique psychologique de Jung et le coaching. Il vous a préparé des documents. Est-ce que tout le monde a le document à disposition? La soirée va se passer comme vous avez l'habitude, parce que là, il me semble que tout le monde a déjà participé à la soirée, sauf peut-être madame. Si, je suis venue à la Vous êtes venue, voilà, d'accord. Donc c'est parfait, les pervers narcissiques, oui. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où Samuel va intervenir, il va vous présenter le modèle, il va vous présenter les théories, etc. Ensuite, il y aura une discussion, une pause et encore une discussion. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, elles sont bienvenues. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, il y a un film. Si vous ne souhaitez pas être filmé, vous le dites, mais il me semble que pour tout le monde, ça va. C'est possible. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À toi, Samuel. Bonjour, déjà, peut-être que je ne vais pas croiser. Alors, je vais vous parler des types psychologiques de Jung, et en particulier l'application. On verra les types psychologiques, puis après on verra l'application dans le coaching, qu'est-ce qu'on en fait. Jung a écrit en 1920 un livre qui s'appelle Les types psychologiques. Ne vous précipitez pas, parce que c'est franchement très lourd, très difficile à lire. Dans lequel il exposait le travail qu'il avait fait auprès de ses patients. En fait, il a récupéré les fiches de ses patients et il s'est aperçu qu'en lisant les fiches, il y avait des comportements récurrents. Et dans le type psychologique de Jung, il n'est pas que de comportements. Il ne dit pas pourquoi on se comporte comme ça, mais c'est juste les tendances comportementales. Donc il a fait une certaine classification, il a déterminé 3 axes. Le premier axe, c'est l'énergie, c'est comment les individus prennent leur énergie. Le deuxième axe, c'est comment les individus font leur observation. Et le troisième axe, c'est comment les individus prennent leurs décisions. Dans les années 50, 2 femmes, Mirce et Briggs, 2 psys, reprennent les travaux de Jung et retravaillent de manière approfondie. Elles trouvent un 4e axe qui est comment se comportent les individus dans leur environnement. Et ça, c'est absolument révolutionnaire parce qu'elles ont fait un apport majeur à ce que Jung avait trouvé avec ses types psychologiques. En fait, en mettant en exergue ce 4e axe sur l'environnement, le comportement dans l'environnement, elles ont mis à jour, elles ont fait émerger ce qu'elles ont appelé la dynamique des fonctions. Alors je vais vous expliquer ça dans le détail après, mais cette dynamique des fonctions a complètement révolutionné les types psychologiques de Jung, puisque d'un seul coup, d'un questionnaire de personnalité, d'une étude de personnalité, on est arrivé sur un outil de développement personnel. Et là, c'était déjà complètement différent. Mirce et Briggs ont créé cet indicateur de personnalité, ce questionnaire de personnalité. Or, c'est un questionnaire, techniquement, c'est pas un test. Le test, on peut mesurer le trait en psychométrie, le questionnaire, on ne peut pas. Et dans le questionnaire MBTI, on vous dit vous êtes plutôt extraverti ou plutôt introverti, mais à aucun moment on peut vous dire vous êtes à 80% extraverti et 20% introverti. Ça ne marche pas. Donc elles mettent au point le MBTI, et ce MBTI est largement diffusé dans le monde, puisque c'est le premier questionnaire de personnalité qui est utilisé. Je ne sais plus, il y a 7 ou 8 millions de questionnaires vendus par an. C'est énorme, c'est diffusé dans 60 pays, dans une vingtaine de langues, je crois, les traductions. C'est énorme. Récemment, il y a eu d'autres questionnaires qui se réfèrent au type psychologique de Jung. Donc on avait le BTI, aujourd'hui on a un deuxième questionnaire qui s'appelle le CCTI, qui a été développé par 2 Français,
Cauvin et Cailloux, Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux. En fait, pourquoi ils ont développé ce questionnaire? Tout simplement parce que c'est eux qui ont introduit les types psychologiques jungiens en France, et c'est eux qui ont assuré les formations pendant plus de 20 ans, et qui ont assuré la passation de ces questionnaires. Et il se trouve que la licence est une licence américaine. Les Américains jusqu'à présent étaient implantés en Angleterre. Donc, Cauvin, Cailloux continuaient leur activité en France sur le MBTI. Et il se trouve que OPP maintenant s'est implanté en France. Donc, Cauvin, Cailloux ont perdu cette licence-là. Donc, ils ont créé leur propre indicateur. C'est exactement la même chose que le MBTI. Bon, c'est leur question à eux et leur développement à eux. Moi, je travaille, quand je fais passer ces questionnaires-là, je travaille avec le CCTI pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est français, alors autant que ce soit des Français qui récupèrent l'argent. Mais c'est pas tellement ça, c'est qu'ils ont un questionnaire qui est beaucoup plus rapide à scorer. Le MBTI, il y a 80 questions, c'est très long, c'est beaucoup plus compliqué à scorer. Donc voilà pour la petite histoire, MBTI, CCTI, c'est exactement pareil. Et il y en a un troisième qui s'appelle le Golden, qui ressemble étrangement, on retrouve les types psychologiques jungiens également. Donc voilà un peu pour l'aspect commercial de ces questionnaires. Jung donne une règle d'or. La première chose qu'il dit, c'est que les différences de comportement que l'on observe n'ont rien du hasard. Il n'y a pas de hasard dans nos comportements, mais en fait, c'est le résultat d'un certain nombre de dimensions psychologiques fondamentales. C'est comment nous nous sommes construits qui va déterminer nos comportements. Donc c'est notre construction, notre éducation, notre culture, notre langue, le fait qu'on soit l'aîné d'une fratrie ou deuxième, etc. Donc voilà, c'est notre construction psychologique qui va déterminer ça. Donc ça, c'est vraiment la règle fondamentale que Jung va mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on entend par préférence? Quand on prend des comportements, on a deux comportements possibles, on va voir, on prend un axe, on a deux comportements, on a l'environnement et on a les préférences de l'individu, ses préférences psychiques. Si l'environnement demande à l'individu d'avoir un certain type de comportement, et si ça correspond à la préférence de cet individu, eh bien l'individu est dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce comportement de préférence parce que c'est sa zone de confort. Mais si l'environnement demande à l'individu de se comporter différemment, c'est-à-dire sur l'autre axe, la préférence de l'individu évidemment ne va pas changer, mais par contre, à ce moment-là, l'individu va être dans une zone d'effort. Et ce que dit Jung, c'est que l'individu peut s'adapter, mais à condition de le vouloir et à condition d'avoir une action d'adaptation. Donc, a priori, on peut tout faire. Vous verrez que je vous expliquerai qu'on ne peut pas vraiment tout faire et s'adapter sur tout, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut effectivement s'adapter. Alors, le premier axe que Jung a mis à jour, c'est l'orientation de l'énergie, c'est comment les individus prennent leur énergie. Et il détermine deux possibilités, d'une part l'extraversion, d'autre part l'introversion. Alors, quelles sont les caractéristiques des extravertis et des introvertis? L'extraverti va tirer son énergie du monde extérieur. C'est-à-dire que c'est les interactions qu'il a avec les autres qui vont produire de l'énergie pour lui. Alors les extravertis, ils ne vampirisent pas l'énergie des autres, ils ne pompent pas l'énergie des gens, mais le contact fait qu'ils vont fabriquer de l'énergie. Il va tirer son énergie du contact. Ce sont des individus, on dit qu'ils sont briseurs de glace, ils brisent facilement la glace. Quand ils sont dans un groupe, la plupart du temps, c'est eux qui vont voir les autres. C'est eux qui commencent à parler, c'est eux qui abordent. Ils sont très à l'aise à l'oral, ils ont cette capacité à l'oral, ils sont
moins à l'aise sur l'écrit, enfin le mode de communication préféré, préfère passer un coup de téléphone que d'envoyer un mail. Voilà, la réalité c'est comme ça. Le cycle psychologique des extravertis, c'est action, réflexion, action. C'est-à-dire qu'ils commencent par agir, ils réfléchissent un peu après et puis ils se remettent à agir. Et c'est, voilà. Et ils ont une caractéristique fondamentale, et à mon avis c'est la vraie caractéristique des extravertis, c'est que l'extraverti, quand on lui pose une question, il commence par répondre et il élabore sa pensée en parlant. Et moi qui suis extraverti, il m'arrive très souvent de prendre la parole sans savoir ce que je vais raconter. Mais comme par miracle, tout s'organise, au fur et à mesure que je parle, les mots arrivent et tout va bien. Et ça fonctionne comme ça. Et à mon avis, c'est vraiment la distinction des extravertis, c'est vraiment ça, c'est la pensée extravertie. Parce que vous verrez que tirer son énergie du contact, oui c'est vrai pour la plupart des extravertis, mais il y a certains extravertis qui vont s'isoler pour générer de l'énergie. Moi par exemple, quand j'ai besoin d'énergie, je m'isole. Je ne vais pas voir les autres, je vais m'isoler. Mais par contre, sur le mode de la pensée, c'est vrai que j'élabore ma pensée en parlant. Alors ça peut provoquer des petits quiproquos, parce que je peux commencer à vous dire je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez me dire, et puis à la fin du raisonnement dire je suis pas du tout d'accord. Alors on me dit bah là, il faut savoir, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, c'est juste qu'entre les deux, j'ai construit ma pensée, j'ai réfléchi si on veut. Hein, c'est comme ça. Alors évidemment, ça, parfois c'est un peu compliqué à suivre. Les extravertis sont globalement spontanés. Ils peuvent même aller jusqu'à l'impulsivité. Vous avez un modèle d'extraverti qui est connu, c'est Nicolas Sarkozy, c'est un extraverti profond. Alors lui, il est dans la spontanéité complète. Il y a un gars qui lui dit un mot de travers, descend citer un homme. Bon voilà, pour un président de la République, c'est assez cocasse. Donc, il s'exprime spontanément, ça peut aller justement jusqu'à l'impulsivité, et leur communication est souvent intense, avec une très forte interactivité. Ce sont des hommes ou des femmes de la parole. Ils parlent. C'est pas pour ça que ce sont des bavards. Les extravertis ne sont pas forcément des bavards. Ils peuvent être bavards, mais ce n'est pas le signe distinctif. Les introvertis, l'introversion. Alors les introvertis, ils tirent leur énergie du monde intérieur, c'est-à-dire que quand ils ont besoin de se ressourcer, ben, ils vont s'isoler, c'est tout bête, ils s'isolent, et ils vont se ressourcer comme ça. La plupart du temps, les introvertis parlent peu. D'ailleurs, quand on communique avec des introvertis, il faut poser des questions pour avoir des réponses. On a rarement des choses spontanées. Ils ne sont pas dans la spontanéité a priori. Quand on leur pose une question, ils commencent par réfléchir, ils élaborent la réponse mentalement, et une fois qu'ils ont mentalement élaboré la réponse définitive, ils vont la délivrer. Donc on a, en règle générale, quand ils disent quelque chose, ils ne reviennent pas dessus. C'est réglé une fois pour toutes. Les introvertis, ils parlent souvent des sujets qui les intéressent. Si le sujet, ils ne sont pas très à l'aise avec ça, ils ne parleront pas. Ce qui n'est pas le cas de l'extraverti. L'extraverti, même s'il ne sait pas, ça ne fait rien. Il parlera quand même. Il a besoin de s'exprimer. Le cycle de l'introversion, le cycle des introvertis, c'est réflexion, action, réflexion. Les introvertis manifestent de la réserve. Alors ils ne sont pas timides, hein, les introvertis. Ce sont des gens extrêmement réservés. Ils aiment les contacts approfondis, sans être interrompus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un introverti dans un cocktail, il va parler avec deux personnes, mais en profondeur. L'introverti, il a une conversation avec très peu de contacts, mais très en profondeur. L'extraverti, il a une conversation avec beaucoup de contacts, mais beaucoup plus superficielle. Chez l'extraverti, ce qui est intéressant, c'est la quantité de contacts. C'est le volume de contacts, c'est pas tellement ce qu'on se raconte. L'intérêt, il n'est pas dans le thème, dans le sujet de la conversation, il est dans le fait de converser. C'est ce qui va intéresser l'extraverti. Donc voilà les différences fondamentales entre les extravertis et les introvertis. C'est intéressant de savoir ça, parce que par exemple, quand on anime des formations, quand on fait un tour de table, au lieu de demander à quelqu'un de commencer, on dit qui veut commencer. Pourquoi on commence par ça? Parce que si je m'adresse à un introverti brutalement en lui disant « Est-ce que vous voulez commencer ?»,
Si c'est un introverti, je vais le mettre en défaut, parce que comme il n'a pas eu le temps d'élaborer sa pensée, je vais lui demander de commencer à parler, il n'est pas prêt, et il va être forcément perturbé. Dans un groupe, vous avez forcément un extraverti qui va prendre la parole, il suffit de la donner, et il va la prendre. La répartition entre extraversion et introversion, c'est à peu près équivalent, il n'y a pas de déséquilibre fondamental dans la population française. Tous ces types psychologiques sont évidemment très impactés par la culture du pays dans lequel on est. Si on prend la culture anglo-saxonne, on va retrouver des choses assez différentes au niveau de la répartition des types. Donc voilà, extraversion, introversion. Deuxième axe de Jung, c'est le mode de perception. C'est comment je fais mes observations, comment j'observe. Et bien là, on a deux façons d'observer. D'une part, ce qu'on appelle la sensation, et d'autre part, l'intuition. Alors, pour comprendre clairement, la sensation, ce sont des individus analytiques. Ils sont intéressés par les faits, par les choses concrètes, les éléments, centrés sur les résultats, sur les objectifs. Ils sont réalistes, pratiques, pragmatiques, à la limite presque terre à terre parfois. Ils vont procéder par étapes dans leur raisonnement. Ils aiment bien les méthodes éprouvées. Leur devise, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai eu telle problématique, je l'ai réglée comme ça il y a 10 ans, ça fait rien, j'ai la même aujourd'hui, je recommence, je prends la même solution, ça marche une fois, ça va marcher 2 fois. Et ils ont raison parce que souvent ça marche bien. Et ils ont un raisonnement qui est de façon progressive, c'est-à-dire que c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est par étapes et c'est très progressif. Les intuitifs, eux, sont des individus très différents. Ils sont dans la vision globale. Alors, on dit souvent que les sensitifs, ce sont des individus qui voient les arbres avant la forêt, et les intuitifs, ce sont des individus qui voient la forêt avant les arbres. Les intuitifs, le détail ne les intéresse pas. Et plus vous leur donnez de détails, plus vous les noyez dans le détail, et moins ils comprennent. Donc, ce n'est pas la peine de leur mettre trop de détails. Ils vont porter leur attention sur les possibilités. On dit que les intuitifs sont dans ce qu'on appelle le champ des possibles. Alors, ce qu'ils aiment, les intuitifs, c'est avoir beaucoup de possibilités. Et choisir une possibilité, ça les chagrine beaucoup parce que c'est faire le deuil de tout le reste. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est avoir des possibilités, c'est pas tellement d'en concrétiser une. Voilà, c'est comme ça. Ils sont globalement imaginatifs, globalement conceptuels, ils sont très attirés par la nouveauté. Les intuitifs, souvent, on les voit avec le dernier téléphone à la mode, le dernier gadget high-tech, ils sont très branchés sur ces nouvelles technologies, etc. Ils sont souvent comme ça. Les intuitifs vont procéder par à-coups dans leur façon de raisonner. Ils aiment bien les méthodes originales. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sautent à la conclusion. Si vous prenez un intuitif et un sensitif, vous leur posez un problème, ils vont réfléchir, chacun de leur côté. Quand ils vont débriefer, le sensitif, il va vous dire, voilà la question que vous m'avez posée, voilà quel échantillon j'ai pris, voilà comment j'ai fait, premièrement j'ai fait ça, deuxièmement j'ai fait ça, troisièmement j'ai fait ça, et à la fin il va vous donner la réponse. L'intuitif, lui, il va vous dire, voilà la question que vous m'avez posée, voilà ma réponse. Et si vous lui dites, oui, mais comment vous êtes passé à cette réponse-là, il dit, mais vous m'avez posé une question, on ne veut pas demander un raisonnement, hein. Donc je vous donne la réponse. Les intuitifs sont vraiment, je ne vais pas dire ennemis du détail, mais ont de gros problèmes avec le détail. Ils ont cette vision globale, ils ont une perception des choses, ils vont voir des liens que d'autres ne voient pas, très rapidement. Leur grande difficulté, après, c'est d'expliquer la vision qu'ils ont eue de manière intuitive. Ils perçoivent les choses, ils sont convaincus que ça fonctionne comme ça, mais quand il s'agit d'expliquer, ils ont un petit peu de mal. Moi, je fais du conseil.
et je vois des choses très rapidement, et après je mets 2 mois à rédiger le rapport pour expliquer comment je suis arrivé à ça. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, sensation, intuition. Si on prenait un intuitif et un sensitif à un carrefour, il y a un accrochage, deux voitures qui s'accrochent, et qu'on leur pose la question, que s'est-il passé? Et là on voit toute la dimension du témoignage humain. Le sensitif, il va tout vous dire. Ça s'est passé tel jour à telle heure, la veille il avait plu, la chaussée était légèrement glissante, il faisait un peu frais, il va tout vous donner. L'intuitif va vous dire, il y a eu un accident de circulation. Et si vous dites, oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il va vous dire, c'est rien, c'est de la tôle froissée, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de mort, c'est rien du tout. Et si vous continuez à lui poser des questions, il va dire, bon, il ne répondra pas. Mais il ne répondra pas, c'est pas tellement qu'il ne veut pas répondre, c'est qu'en fait, il n'a pas enregistré les détails. Il a vu les détails comme tout le monde, il ne les mémorise pas. Ça ne l'intéresse pas, donc il se passe. Donc voilà pour la sensation et l'intuition. Troisième axe, et là c'est encore Jung qui est à l'origine de cet axe-là, les critères de décision. C'est comment on prend nos décisions. Et là, on a 2 possibilités, des thinking. Alors les thinking, c'est la pensée logique. Et j'ajoute logique parce que souvent on dit c'est la pensée, mais ça voudrait dire que ceux qui sont dans le feeling, dans le sentiment, ils ne pensent pas. C'est ridicule. Les thinking, c'est la pensée logique. Alors les thinking, quand ils prennent une décision, ils appliquent des critères de décision. C'est-à-dire qu'ils vont lister des critères, et à partir de ces critères, ils vont appliquer leur décision. Globalement, ces individus sont plutôt impersonnels, ils sont fermes, ils sont dans l'équité, ils sont justes. C'est-à-dire que s'il y a un dysfonctionnement, ils vont le traiter d'une manière. S'il y a 15 fois le même dysfonctionnement, ils ont 15 fois la même réponse. C'est des individus cause à effet. Il s'est passé ça, je fais ça, il se passe ça, je fais ça. 20 fois la même cause, 20 fois le même résultat. Ils sont fermes, ils sont sceptiques, ils sont logiques, ils sont critiques, et ils peuvent être très portés sur la critique, et ils sont indépendants, ils ne se laissent pas influencer, difficilement influençables. De l'autre côté, vous avez le feeling, le sentiment, et là on a des individus qui vont prendre leurs décisions parce qu'ils vont évaluer à partir de leurs valeurs personnelles. Donc ils vont, la première chose que l'individu dans le sentiment va faire, c'est vérifier avec son échelle de valeurs personnelles et faire des comparaisons et voir ce que ça donne. Les gens dans le feeling sont plutôt chaleureux, ils sont dans l'empathie. L'empathie, ça se trouve du côté du sentiment. Plutôt personnel, plutôt chaleureux, plutôt confiants. Ils sont plutôt tournés vers les autres. On va en retrouver beaucoup chez les psys, chez les thérapeutes, chez les formateurs, chez les journalistes. Il y a beaucoup de gens dans le sentiment. Ils sont souvent portés sur l'aide aux autres. C'est des facilitants. Ils sont dans le feeling, ils sont en recherche d'harmonie. Ce qui perturbe le plus quelqu'un dans le feeling, c'est quand il y a des conflits. Ils ne sont absolument pas doués pour les conflits. Alors quand il y a des conflits, ils les gèrent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire. Mais en réalité, ils sont malades pendant 3 jours. C'est-à-dire que les feelings ont une particularité, ils ne supportent pas la critique. C'est-à-dire qu'ils font bonne figure, quand on les critique, bon, on a l'impression que tout se passe bien. En fait, c'est un début d'ulcère d'estomac pour eux. Ils sont, franchement, ils ne supportent pas. C'est plus fort qu'eux, ils ont beau se dire, je prends du recul et tout, c'est pas vrai, ils n'arrivent pas à supporter. Alors ça donne des comportements parfois un petit peu particuliers chez les gens qui sont dans le sentiment. Donc on voit bien l'opposition qu'on a entre les deux. Les thinking, pensée logique, plutôt froid, plutôt logique, mais dans l'équité. Ils ont un jugement qui est sur des critères et qui est toujours le même et qui est extrêmement rigoureux. Et de l'autre côté, des gens dans le sentiment, il y a 10 fois la même faute en management, moi je le vois, il y a 10 décisions différentes, tout simplement parce que quand je pose la question, je dis mais il a fait la même erreur que l'autre, il y en a un où
lui mettez une sanction, l'autre vous ne lui mettez pas de sanction. Mais ça sert à rien, il ne comprend rien. Donc même si je le sanctionne, il ne saura pas pourquoi. Donc ce n'est pas la peine de le sanctionner. Ça, c'est typiquement le raisonnement de quelqu'un dans le sentiment. On n'est pas du tout ni dans l'équité, ni dans la logique, il n'y a aucune logique. Si vous prenez quelqu'un dans la pensée logique et quelqu'un dans le sentiment, ils ont tous les deux besoin d'une voiture. Alors ils vont chez le concessionnaire, avant d'y aller, ils font un petit topo, voilà, j'ai une petite voiture qui ne consomme pas trop, tout ça, bon. Celui qui est dans la pensée logique, il ressort avec la voiture qu'il avait prévu d'acheter, et puis celui qui est dans le sentiment, il avait une petite décapotable rouge, ça lui plaît bien, il est reparti avec. C'est pas ça qu'il lui faut, mais ça fait rien, il lui plaît, il est parti avec. Ça résume très bien la personnalité des gens dans le sentiment, ils sont vraiment comme ça. Et des fois, on voit des comportements qui sont parfois assez ahurissants, parce qu'on ne comprend pas tellement pourquoi ils se comportent comme ça, mais bon, c'est comme ça. Alors, les gens dans le sentiment, ils ont un énorme avantage, hein, c'est qu'ils pensent aux autres, ils sont très tournés vers les autres, ils sont vraiment dans l'empathie, dans l'accompagnement, etc. Donc ça a un intérêt. Les thinking, c'est aussi un intérêt, mais on est moins dans la relation empathique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dernier axe, jugement-perception. Alors jugement, c'est un faux ami. Ça vient d'un terme américain et ça ne veut pas du tout dire juger les gens, hein, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est un axe qui est dû à Mears et Briggs. C'est elles qui ont mis à jour cet axe-là. Alors, quelles sont les différences entre les particularités du jugement et de la perception? Les individus dans le jugement sont des gens organisés, qui planifient, qui structurent, qui classent. On dit qu'ils classent en continu, c'est-à-dire qu'ils rangent au fur et à mesure qu'ils dérangent. Ils sortent un document, ils ont fini, ils le remettent en place. Ce sont des gens qui sont dans la prévision, ils adorent les plannings. Ils aiment savoir à l'avance. En règle générale, quand on leur donne un travail, un rapport à faire pendant 3 mois, ils vont le faire au bout de 15 jours. Et puis après, ils passent 2 mois et demi à corriger les fautes d'orthographe, à mettre de la couleur, à faire des trucs, voilà. Mais ils ont fini très vite. Ils anticipent tout. Ceux dans la perception, c'est vraiment un autre genre. Eux, ils vont travailler à la dernière minute. D'ailleurs, à la place de perception, on aurait pu mettre pression. Parce que c'est comme des cocottes minutes. Tant que la pression n'est pas montée au maximum, ils ne font rien. Ils ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on leur donne un rapport à faire pendant 3 mois. Ils vont attendre, ils ont toujours le temps. Voilà. Et puis 2 jours avant, ils vont se réveiller, puis ils vont travailler jour et nuit pour finir leur rapport. Alors, les gens dans la perception, les individus dans la perception, ils ont quand même quelques avantages, ils n'ont pas que des défauts. Ils sont totalement adaptables, flexibles, souples. Alors ils peuvent évidemment être dans la dispersion, bien entendu. Ils sont capables d'improvisation, mais alors vraiment ils ont un don particulier pour l'improvisation. Et ils font tout au dernier moment. La devise des gens dans la perception, c'est « ne fais pas quelque chose qui aura peut-être changé demain ». Donc on va attendre demain. Mais le lendemain, ils continuent encore d'attendre demain. Alors, évidemment, on voit bien qu'on a des différences assez importantes entre les 2 types d'individus. Je suis assez dichotomique, en fait. La différence, parfois, elle est beaucoup plus légère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une préférence. Même légère, mais il y a une préférence. D'ailleurs, on le voit chez les ambidextres. Moi, j'ai une fille qui est ambidextre. Elle commence avec la main gauche, elle continue avec la main droite, c'est exactement pareil. Mais quand je déjeune au restaurant avec elle, elle met les couverts comme une gauchère. Elle est capable d'écrire de la main droite, et elle me dit, si je veux faire quelque chose de très détaillé, c'est de la main gauche. Si je n'ai pas besoin de détails ou de m'appliquer, c'est de la main droite. Elle a une préférence. Et bien là, c'est pareil. Il y a toujours une préférence, même infime, mais on trouvera cette préférence. Alors voilà, c'est très important cet axe-là, jugement-perception, parce que ça va déterminer ce qu'on appelle la dynamique des fonctions qu'on va voir après. Juste un petit détail sur comment on reconnaît les gens dans le jugement et dans la perception. En règle générale,
les gens dans le jugement font des listes. Alors quand vous faites vos cours chez Auchan ou Carrefour, vous regardez ceux qui ont des listes, il y a de fortes chances qu'ils soient là. Là, l'explication sur les 4 axes, axe de l'énergie, axe des observations, axe de la prise de décision et axe de l'adaptation à notre environnement. Alors, le premier axe et le dernier axe, c'est-à-dire l'énergie, extraversion, introversion et jugement, perception, l'axe sur l'environnement, c'est ce que Mears et Briggs ont appelé le cadre de la psyché. Pourquoi ils ont appelé ça le cadre de la psyché? Parce qu'il n'y a pratiquement aucune chance que ça change. Si vous demandez à un extraverti de faire de l'introversion, il n'y arrivera pas. Et moi, quand je suis dans l'introversion, alors que je suis extraverti, je ne maîtrise absolument rien. C'est mon inconscient qui, à un moment donné, coupe les piles, me met dans l'introversion, et ça peut durer 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et quand l'inconscient veut, il me sort. Je n'ai aucune possibilité d'action là-dessus. Mon type, moi je suis ENFP, extraverti, intuitif, dans le feeling, dans le sentiment et dans la pression. Les ENFP ont une caractéristique, c'est que pour se ressourcer, ils se ressourcent en s'isolant. Moi j'ai l'habitude de dire que les ENFP sont des solitaires qui ont besoin des autres. On a besoin d'être entouré, mais quand on a besoin de se ressourcer, on fait le vide, on se ressource tout seul. On a besoin de s'isoler. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors, cadre de la psyché pour l'énergie et l'environnement, et donc les deux axes observation-décision, donc les sensitifs, intuitifs, pensée logique, thinking et feeling, c'est ce que Mears et Briggs ont appelé les fonctions. Et c'est intéressant de savoir ça, et c'est franchement une découverte importante, parce que sur la fonction, on a toutes les possibilités de régler le curseur. Moi, je suis sur le sentiment, je suis sur le feeling, je peux faire du thé exacerbé quand je veux, avec qui je veux, parce que j'ai appris à le faire. Ça veut dire que je suis capable, en cas de besoin, de mettre mon curseur complètement à l'opposé de ce que je suis. Mais dans ma position de confort habituelle, quand je n'ai pas de contraintes, je suis dans le sentiment, je suis fortement appuyé sur les valeurs. Si vous voulez rentrer en conflit avec moi, vous attaquez mes valeurs, ça fait pas un pli. Au bout de 3-4 minutes, ça va... Non, mais c'est comme ça. Alors, c'est intéressant ça, parce qu'on peut régler le curseur. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'extraversion, l'introversion, GEP, ça ne marche pas. Si vous êtes intuitif, vous pouvez faire de l'analytique, on peut faire du sensitif. Il suffit de le vouloir et de travailler. Et c'est en ça que ça devient un outil de développement personnel. Alors, on va regarder maintenant, c'est la diapo suivante, la dynamique des fonctions. Qu'est-ce que c'est que cette dynamique des fonctions? Eh bien ça, c'est une vraie révolution par rapport à ce que Jung avait découvert au départ. C'est que Mears et Briggs, alors c'est la mère et la fille, hein. Mears et Briggs, c'est la mère, et Briggs c'est la maman de Mears. Elles disent, dans les types, dans un type, donc le type psychologique jungien se compose de 4 lettres, une lettre par axe, donc les 2 lettres du milieu sont les fonctions. Elles disent en fait, les fonctions sont ordonnées. Ce n'est pas des fonctions en vrac comme ça. Il y a une première fonction qui s'appelle la fonction dominante. Pourquoi on l'appelle la dominante? Tout simplement parce que c'est la première qui émerge. C'est une fonction de l'enfance qui émerge autour de 7, 8, 9 ans chez les enfants. C'est la première, c'est la fonction préférée du type. Pourquoi? Parce que comme c'est celle dont on se sert depuis le plus longtemps, on est tellement habitué, on a le plus d'habileté dans cette fonction, donc systématiquement on va utiliser cette fonction. Elle s'appelle dominante parce qu'elle a une fâcheuse tendance à écraser le reste des fonctions. Donc fonction dominante. Deuxième fonction,
la fonction auxiliaire. Donc quand on voit un type MBTI, si je prends l'ISTJ par exemple, eh bien S et T, c'est les deux fonctions. Là-dedans, j'ai obligatoirement une fonction dominante et une fonction auxiliaire. La fonction auxiliaire est très intéressante parce que d'abord, elle va équilibrer la dominante. Elle va venir atténuer un peu le rôle despotique de la dominante en termes de nature de fonction et puis en termes d'orientation. C'est une fonction qui arrive à l'adolescence, 12-14 ans. Quand on dit qu'elle vient équilibrer la dominante en termes d'orientation, il faut savoir que les fonctions sont polarisées. C'est-à-dire que la fonction dominante, elle est soit extravertie, soit introvertie, comme toutes les autres fonctions. La fonction dominante, elle est polarisée comme le type. Si vous êtes extraverti, la fonction dominante est extravertie obligatoirement. Si vous êtes introverti, la fonction dominante est introvertie obligatoirement. Donc on voit que ça va créer des équilibres. La fonction tertiaire, c'est l'opposé de la fonction auxiliaire, c'est-à-dire que si j'ai S en auxiliaire, eh ben j'ai N en tertiaire, et si j'ai T en auxiliaire, j'ai F, et réciproquement en tertiaire. C'est une fonction d'âge adulte. L'âge adulte, c'est à peu près 20 ans. Hein. Ah, ça peut être 22 ans, on n'est pas dans une science exacte. Hein. L'orientation, elle est opposée à l'auxiliaire. Si l'auxiliaire est extraverti, ben la tertiaire est introvertie, et réciproquement. Et elle va venir équilibrer. Et on a la fonction inférieure, qui est une fonction extrêmement intéressante, parce qu'en fait, on dit que c'est la source de difficulté du type et en même temps son potentiel de croissance. Elle a une particularité. D'abord, c'est le pôle opposé de la dominante. Donc si la dominante, par exemple, moi j'ai N extraverti en dominante, donc intuition extravertie en dominante, ma fonction inférieure, c'est l'opposé, c'est la sensation introvertie. C'est l'orientation opposée. Elle a une particularité, c'est qu'elle émerge à mi-vie. Mi-vie, c'est entre 45 et 55 ans, on va dire, hein, à peu près, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Ça n'émerge pas à 25 ans, hein, clairement. Alors, pourquoi c'est la source de difficulté? C'est parce que pendant 45 ou 50 ans, on tourne sur 3 fonctions au lieu de 4. Donc la dominante, elle n'est jamais équilibrée. Et en même temps, à partir du moment où ça va émerger, eh bien, ça va nous permettre de rééquilibrer la dominante et à ce moment-là, d'avoir un vrai potentiel de croissance parce qu'on va être capable de maîtriser et d'utiliser les 4 fonctions. Alors, l'objectif, c'est pas d'être aussi bon en dominante qu'en inférieure ou en auxiliaire qu'en tertiaire. C'est juste, c'est un peu comme si on avait des contre-pouvoirs. On a une fonction qui est dominante et quelque part, j'ai une fonction opposée qui est vraiment opposée à ma dominante et qui va venir équilibrer. C'est important ça parce que la fonction dominante, chez les individus, ça va être comment j'aborde mon environnement, et bien c'est avec la dominante pratiquement tout le temps. Moi je suis un intuitif, tout ce qui se présente à moi, première analyse, c'est vision globale. Je rencontre quelqu'un pour la première fois, le souvenir que j'ai, c'est un souvenir global. Je suis incapable de dire la couleur des yeux, comment il était habillé et tout, ça surprend des fois mon entourage, mais c'est comme ça. Je ne suis que dans le global. Et bien le fait de faire émerger cette fonction, cette sensation inférieure, ça va venir équilibrer, ça va me permettre d'aller un peu dans le détail, de me souvenir d'un certain nombre de détails dont je ne me souviendrai pas autrement. Alors je prends mon exemple pour le type parce que c'est plus simple et parce que je le connais par cœur en plus. J'ai l'habitude. Alors, vous voyez cette dynamique des fonctions, c'est extrêmement intéressant et en même temps, c'est de ça dont on va se servir dans le coaching. Alors comme il est 9h moins 5, on peut peut-être faire une pause, ça fait un bel intermède. On va s'arrêter là et on va continuer juste après. Alors une petite pause de 10 minutes, un peu moins, voilà, entre 8 et 10 minutes, et puis ensuite on reprend avec du dialogue, des témoignages, des discussions. Merci. Ça ne lui parle pas, c'est même pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il dit les objectifs. Ah ouais, tiens, j'avais des objectifs. Ça l'intéresse pas.
Par contre, si on lui dit, super ton truc, hein. J'ai vu comment tu as aidé le nouveau et tout, comment tu as été le voir, et puis j'ai vu l'empathie que tu dégages, et puis j'ai vu vraiment que tu l'as accompagné, ça c'est... Et là, on voit du petit lait, il est ravi de ça, il est ravi de ça. Alors, quand on décode ça, d'un seul coup, le management, il devient beaucoup plus simple. Dans les conflits aussi. Et puis en même temps, ça sert à savoir où on est fort, où on n'est pas fort. Moi, je suis chef, je sais que dans les conflits, c'est pas ma tasse de thé. Donc moi je suis plutôt du genre à chercher, moi je dis toujours un bon accord ça vaut mieux qu'un mauvais procès, hein, parce que je sais que si je vais faire un conflit, je ne vais pas être très brillant sur le conflit. Je vais y aller, mais après j'ai mal l'estomac pendant 2 jours et tout, c'est compliqué pour moi. Un thé ne se pose pas ça. Le conflit, c'est pas qu'il aime les conflits, c'est que c'est comme ça, quoi. Bingo. Oui, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Et ça permet de décoder beaucoup de choses hein, dans le management, ça. Mais justement, en dehors de la société, parce que c'est vrai que moi, ma société m'a fait passer à un MBTI, mais en dehors justement de l'entreprise, à quelle application voyez-vous cet outil? Mais dans votre entourage, avec des amis, etc. En fait, le MBTI, ça permet d'harmoniser sa communication avec les autres. À partir du moment où on sait qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, eh bien, c'est essayer de s'adapter un tant soit peu à la communication de l'autre. Si c'est un introverti, bon, on va respecter. Moi, j'ai du mal avec les introvertis parce que je suis extraverti. J'ai du mal, je pose une question, il faut que j'attende une demi-heure qu'il me fasse la réponse, c'est un peu compliqué pour moi. Alors moi, j'ai une demi-heure parce que je suis extraverti, donc même 3 minutes, c'est une demi-heure déjà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer, ça m'oblige à m'adapter. Pourquoi je m'adapte? Parce que je sais pourquoi il est comme ça, et pour moi, il n'y a ni bien ni mal. Être extraverti, être introverti, c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas plus d'intelligence chez les extravertis que chez les introvertis, il n'y a pas plus de crétins non plus. C'est pas une notion d'intelligence, c'est juste une notion de construction psychologique. À partir de là, je vais respecter les introvertis, je vais respecter les sensitifs qui ne sont pas du tout dans mon groupe. Je vais essayer de respecter les pensées logiques, même si parfois ils arrivent à me mettre terriblement mal à l'aise, parce que leurs propos, même la façon qu'ils ont de fonctionner en groupe, me heurte, parce que moi je m'appuie sur des valeurs, et eux les valeurs, c'est pas qu'ils savent pas ce que c'est, mais ça leur parle pas, quoi. Mais il n'y a pas de méchanceté chez les T, ils sont pas méchants, ils sont rien du tout. C'est juste que ça leur parle pas. Comme moi, le détail me parle pas, bah eux, les individus leur parlent pas. À l'extrême, le T, il peut être assez glacial. On peut avoir des personnalités très jupées, hein, probablement un T. Hein. Quand on le regarde, ça se voit, il n'y a même pas besoin de lui faire passer un questionnaire. Alors, dans la vie privée, ça marche, hein, parce qu'avec les amis, avec les enfants, moi j'ai une fille, ma grande fille, c'est une analytique puissante. Et au début, quand elle m'appelait, alors j'étais au bureau, alors je décrochais, bonjour Amandine, tu vas bien? Oui, d'accord, bon, alors elle dit, ah, j'ai une question à te poser, etc. Et puis elle commençait à me faire le Front Populaire, 36, le contexte et tout. Et moi ça me gave, je suis perdu quand elle me dit ça. Alors au bout d'un moment, je lui disais, bon, t'es gentil, tu peux, sujet verbe complément point, tu m'appelles pourquoi au fait? Et puis quand je disais ça, elle me disait, ah, si je peux même pas t'expliquer le contexte, tu vas pas comprendre, c'est pas la peine que je t'appelle, et elle raccrochait. Ah, c'est un peu dommage quoi, pour un père, bon, c'est pas terrible. Alors maintenant je pose le téléphone, je laisse parler, quand elle a fini, je reprends et je coupe que la fin. Parce que plus elle va me donner de détails, moins je vais comprendre. Moi j'ai besoin d'être dans la vision globale, parce que je suis dans le champ des possibles, je suis dans les liens. Plus elle me donne du détail, et plus je suis paumé, parce que j'arrive plus à... Vous voyez, j'arrive plus à utiliser mon intuition, mais comme je ne suis pas bon en sensation, bah, malheureusement, je suis perdu sur les 2 plans. C'est ça, hein, le MBTI, c'est s'adapter à l'autre. Alors je caricature un peu hein, quand je vous raconte ça, mais en management, franchement, c'est formidable. C'est formidable. Parce qu'on arrive, moi je le vois en formation, hein, où... je vois comment les individus fonctionnent, et quand j'ai 10-12 personnes dans une formation, j'ai des fois des personnalités très différentes. Hein. Et c'est important de repérer. Au lieu de dire, il n'arrête pas de parler, c'est un bavard,
Je dis non, c'est insensitif, il est dans le détail. Ça change ma vision, hein, ça change mon approche des individus. Pour les enseignants, ce serait intéressant. Voilà, Oui. c'est ce que je voulais dire. Les institutions scolaires, de pouvoir, parce qu'en fait, de ne pas limiter qu'aux entreprises, mais de pouvoir aussi aller dans d'autres secteurs. Et puis, c'est vrai que là, vous avez, vous, la connaissance, mais si votre fille avait la connaissance, Ah bah maintenant elle est là, ma fille. eh ben, elle parlerait peut-être moins dans le détail. Elle est C'est moins ça, dans en le fait. détail maintenant. Quand elle m'appelle, elle est moins dans le détail. Voilà. Elle me dit oui, je sais, c'est pas la peine de donner le contexte. Parce qu'au bout d'un moment, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, franchement, quand tu me donnes trop de détails au bout d'un moment, ça me fait mal, mais physiquement, c'est physiquement douloureux pour moi. Parce qu'elle sature les canaux, donc je suis complètement, je peux plus. Et je lui dis donc tu me donnes moins de détails, et puis moi je fais un effort pour t'écouter un peu plus. Bon, ben ça marche, hein. On se dispute plus au téléphone. Encore une ou deux questions. Oui, c'est ça. Ouais, les enfants. Et donc on a une équipe qui a beaucoup de gens qui sont pareils, beaucoup de gens qui sont F, qu'est-ce que ça donne Oui. Voilà, la question. Alors, ça donne qu'il y a, c'est compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de conflits, parce que dès que vous allez toucher aux valeurs de l'un ou de l'autre, ça va immédiatement dégénérer en conflit. Ça, c'est un cas de figure qu'on a dans les crèches. Moi, je travaillais avec des directrices de crèches. Les directrices de crèches, souvent, sont des T, c'est pas des F. Mais par contre, le personnel des crèches, c'est des F. Pourquoi ? Pourquoi elles ont fait ce métier ? Parce qu'elles adorent les enfants. Donc, elles sont F. Eh bien, les directrices de crèche, ça crée des quiproquos, des fois c'est hilarant. Parce que la directrice de crèche, elle dit « Mais je comprends pas, pourtant je vais parler gentiment, hein, je ne vais pas manquer de respect ni rien, mais elle s'est mise à pleurer comme ça. Hein. » Oui, quand on a beaucoup de gens qui sont par exemple F, oui, il faut gérer. Mais ça peut, non, mais c'est vrai, ça peut poser des problèmes. Donc il faut faire attention à leurs valeurs, c'est ça? Ouais, oui, les F, ils sont très appuyés sur les valeurs, ils sont susceptibles comme c'est pas possible, grande susceptibilité, ne supportent pas la critique et est très appuyé sur les valeurs. Donc si on les critique, il faut tartiner le positif d'abord. On positive en positif, et puis après on glisse un petit truc comme ça en douce, mais on essaye de partir. Non, je plaisante un peu quand je dis ça, mais la réalité, elle est vraiment comme ça. Elle est vraiment comme ça. Et en même temps, ils ne savent pas faire autrement. Donc il faut respecter ça. Moi, j'ai pas de... Mais c'est pareil dans une équipe, si on n'a que des intuitifs. Je vais vous dire, pour le détail, ça va être compliqué. Hein. C'est... Voilà, quoi. Ouais. L'intuitif, si vous voulez, ça devise un peu, c'est l'intendant suivra. Ils sont très bons, moi je vois les chefs de projet intuitifs, ils sont très bons pour les grandes lignes. Ah ça va bien ça, mais alors après pour aller faire bouillir la marmite tous les jours, il ne faut pas compter sur eux. Hein. Ah, vous êtes grand, vous savez faire, alors vous le faites. Ils ne contrôlent pas, ils ne vérifient pas, ils ne sont pas dans le détail. À côté de ça, ils ont des talents incroyables sur les liens en particulier, sur la vision globale, sur le champ des possibles, sur les éléments conceptuels, sur la créativité. Voilà. C'est intéressant dans une équipe, quand on connaît le type de ses collaborateurs, ça évite de demander un travail dans l'urgence à quelqu'un qui n'est pas payé, par exemple. On peut choisir, on peut dire, tiens, on a un coup de bourse ce soir à 18 h, je vais prendre un P, il va être ravi de bosser jusqu'à 20 h, ça va l'amuser d'être dans la pression. Les P, ils ont un truc particulier, c'est qu'ils ont l'impression que plus il y a de pression, et meilleurs ils sont. Et moi qui suis P, c'est très particulier, j'ai l'impression que dans la pression, dans l'urgence, je mobilise mon énergie beaucoup plus que quand j'ai pas de pression. Si j'ai le temps, je mobilise rien du tout. Mais dès que je vais être dans la pression commence à monter, l'adrénaline arrive, et hop, je mobilise mon énergie, je mobilise mes compétences comme ça. Et ça rend cet outil justement très pertinent en termes de recrutement, parce que finalement, on a un type qui va être plus ou moins pertinent dans une fonction ou dans un niveau hiérarchique ou dans l'histoire d'une entreprise. Oui. Donc les équilibres se font un peu comme ça, finalement. On va pas demander à quelqu'un qui est un chef de projet, il va être justement, il va devoir conduire un planning, procéder par étapes,
effectivement... Le problème du chef de projet, il faudrait qu'il soit intuitif et sensitif en même temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit capable de passer de la vision globale, pour voir la trajectoire du projet, à la vision spot pour être dans le quotidien. Et c'est ce qu'on demande aux chefs de projet. Malheureusement, ils sont plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ben après, ils s'arrangent, hein, ils se débrouillent. Alors, c'est pas un outil de recrutement. Pourquoi c'est pas un outil de recrutement? Parce que dans les outils de recrutement, on essaye d'avoir un profil type. Alors, il y a un outil qui est très connu qui s'appelle le GZ, le Guilford-Zimmermann, qui est un test. Il y a 300 questions, 300 réponses, c'est très rapide, c'est 1 heure pour le passer. Ça donne un profil de candidat en 10 critères. Alors on va mesurer le taux d'activité, le taux de masculinité, le taux de sociabilité, etc., etc. Ça donne un profil, on a le profil type, on le met dessus. Bah, celui qui correspond le mieux, c'est lui qu'on va commencer à rencontrer, avec qui on va commencer à discuter. Ça veut dire qu'on va le recruter. Mais voilà. Le MBTI, c'est jamais, c'est vous êtes plutôt comme ci que comme ça. Donc, après, c'est intéressant de savoir. Si j'ai besoin de quelqu'un de très créatif, c'est clair que j'ai plutôt essayé d'avoir un N. Parce que je sais que globalement, ils sont plus créatifs que les S. Si j'ai besoin de quelqu'un pour un poste où le sens du détail est absolument... Par exemple, un audit financier, ça ne peut pas être un N. Parce que le N, il a plutôt tendance à rêver sa vie qu'à la vivre. Hein. Il est plus dans le rêve. Alors, un audit financier, si vous mettez un N, je ne suis pas sûr qu'on ait des résultats probants. Hein. Il vaut mieux aller chercher un S. Parce que c'est concret, c'est précis, c'est des chiffres, tout est bien aligné. Voilà. Et même les candidats, de toute façon, intuitivement, ils se repèrent par rapport à des fonctions, à des postes, en fonction de leurs inclinations, même s'ils ne mesurent pas avec tous les tiroirs de... Quand on fait passer le questionnaire à quelqu'un, on ne peut pas dire que la personne a une sensation de découverte absolue. Hein. En général, les gens se connaissent. Mais ce qui est très interpellant, c'est quand on lit et que d'un seul coup, on a l'impression que le gars qui a écrit le truc, il nous connaît, quoi. C'est marrant, ça nous connaît pour dire ça, c'est exactement comme ça que je fonctionne. C'est assez curieux, quoi, c'est une sensation curieuse. Mais quelqu'un qui est extraverti, en général, il ne le découvre pas le jour où il passe le questionnaire. Hein. C'est d'avance. Et introverti, pareil. Voilà, il reste quelques minutes et on va terminer. Merci Samuel. Merci.